Est-ce que tu as moins de 35 ans et tu vis dans l'Union européenne? Alors il est peut-être temps de préparer tes valises parce que tous les 27 États membres ne se ressemblent pas. Par exemple, à Dublin, un jeune dépense en moyenne 75% de son revenu rien que pour le loyer. En Espagne, tu as 27% de chances de te trouver au chômage. Et en France, il devient de plus en plus probable d'être confronté à la criminalité. Une étude récente d'Alorix a classé chaque pays de l'UE selon ce qui compte vraiment pour les jeunes. La criminalité, l'éducation, les salaires, le logement, les opportunités d'emploi et même le bonheur. Et les résultats? Disons qu'il y a des gagnants clairs et quelques pays qu'il vaut peut-être mieux éviter. Dans cette vidéo, on va donc passer en revue le classement, catégorie par catégorie, pour voir qui arrive en tête et qui se retrouve tout en bas. Et pour être précis, cette vidéo s'appuie sur un article publié par Alorix en février dernier. Tu trouveras le lien complet dans la description. On va commencer avec la sécurité, parce que personne n'a envie de déménager pour se faire agresser en restant chez soi. Pour ça, on va utiliser l'indice de criminalité de Numbeo. Il est basé sur ce que disent les habitants eux-mêmes, leur ressenti face à la criminalité, s'ils se sentent en sécurité la nuit et si les choses s'améliorent ou se dégradent. Et c'est là que ça devient intéressant. Les pays de l'UE où les gens se sentent le plus en sécurité ne sont pas forcément ceux qu'on attend. En tête du classement, l'Estonie, la Slovénie et la Croatie. Et oui, moi non plus, et honnêtement, je m'y attendais pas. On aurait pensé que les pays nordiques domineraient. Mais au contraire, la Suède est presque en bas de la liste, juste au-dessus de la Belgique et de la France. Et la France se distingue vraiment ici. Elle affiche la perception de criminalité la plus élevée de l'UE et dans ce cas, la perception colle à la réalité. La criminalité violente est en hausse depuis des années. La France a aussi du mal avec le crime organisé, avec des gangs actifs dans toutes les grandes villes comme Marseille, Lyon ou Paris. Et en région parisienne, certains quartiers cumulent de gros problèmes sociaux, comme la pauvreté, le manque d'intégration, la marginalisation, qui rendent la criminalité particulièrement élevée. L'Estonie, à l'inverse, est aujourd'hui l'un des pays les plus sûrs de l'UE. Dans les années 1990, elle connaissait de gros problèmes de criminalité, mais d'importants investissements dans la police, la justice et la lutte contre la corruption, souvent avec le soutien de l'UE, ont tout changé. Aujourd'hui, la criminalité est si basse qu'il leur reste même des places de prison qu'ils peuvent louer. Cela dit, si on compare au reste du monde, les 27 pays de l'UE restent globalement des endroits beaucoup plus sûrs. Passons maintenant à l'éducation. Parce que si tu veux un bon emploi et de vraies perspectives de carrière, un diplôme solide reste un atout majeur. Pour ça, on peut regarder les données d'Eurostat sur la part des jeunes qui terminent des études supérieures, c'est-à-dire une licence ou plus. Et là, l'Irlande domine le classement, suivi de Chypre et du Luxembourg. Ces pays n'ont pas seulement de bonnes universités, ils proposent aussi des formations modernes, compétitives et accessibles à des étudiants issus de milieux très différents. Mais tout le monde ne fait pas aussi bien. En bas du classement, on retrouve l'Italie, la Hongrie et, de loin, la Roumanie. Dans ces cas-là, le taux d'abandon élevé et la tendance des étudiants à partir à l'étranger plutôt que de terminer chez eux tirent les chiffres vers le bas. Mais attention, il faut relativiser. Un diplôme universitaire n'est pas tout. De bonnes filières professionnelles après le lycée peuvent aussi mener à des carrières solides et dans certains pays, elles sont de la même valeur. Ce qui distingue vraiment l'Europe, en revanche, c'est le coût. En Irlande, par exemple, un étudiant en licence paye au maximum 3 000 € par an comme frais de contribution. Et l'État prend en charge le reste. Il existe aussi des bourses pour les familles qui ont besoin d'un coup de pouce. Et c'est pareil dans une grande partie de l'UE. Les universités sont peu chères, voire gratuites. Rien à voir avec les États-Unis ou le Royaume-Uni où les frais atteignent facilement plusieurs dizaines de milliers d'euros. La France s'en sort plutôt bien en matière d'éducation, se classant 8e en Europe. Presque tout y est gratuit et beaucoup d'étudiants bénéficient de solides aides de l'État. Mais le système a aussi ses faiblesses. Les universités manquent souvent de financement, elles sont peu flexibles pour les étudiants interdisciplinaires et n'attirent pas beaucoup d'étudiants étrangers. Et passons maintenant au salaire. Comparer les revenus en Europe, ce n'est pas aussi simple que de regarder les euros. Parce que dans certains pays, ton argent va beaucoup plus loin que dans d'autres. Alors pour s'amuser un peu, on va plutôt mesurer ça en Big Mac. Le principe est simple. On prend le revenu annuel net d'un moyen travailleur à plein temps sans enfant, on le divise par le prix d'un Big Mac dans son pays, et voilà. Ça donne combien de burgers un salaire permet d'acheter par mois. Prenons la Suède. En moyenne, un salarié peut s'offrir environ 356 Big Mac par mois, ce qui place la Suède pile au milieu du classement européen. En bas de l'échelle, on trouve la Slovaquie, avec seulement 253 Big Mac par mois, et tout en haut, les Néerlandais, eux, pourraient en dévorer 533 chaque mois, le record européen, suivi, surprise, par la Roumanie. Les Pays-Bas réussissent ce score grâce à des salaires très élevés, l'une des économies les plus solides d'Europe, des prix relativement stables et un modèle social où les gros postes de dépenses comme la santé et l'éducation sont largement subventionnés. La France arrive seulement à la 19e place pour l'indice Big Mac.
Ce qui est assez surprenant, sachant qu'on considère la France comme l'un des pays du PIB par habitant les plus élevés au monde. Mais avec l'inflation, le coût de la vie qui grimpe partout dans le pays et l'un des taux de taxes les plus élevés de l'Europe, ça devient un peu moins étonnant. Alors, manger plein de Big Mac, c'est bien, mais si la majorité de ton salaire part dans le loyer, ça ne donne plus vraiment une image fidèle de ton revenu. Alors voyons maintenant combien du salaire moyen est réellement englouti par le logement. Et là, c'est impressionnant. Dans des pays comme l'Irlande et le Portugal, plus de 70% du salaire mensuel moyen part directement dans le loyer d'un appartement, une chambre dans le capital. C'est absolument énorme. Bon, soyons justes, cet indice locatif se base sur le prix d'un appartement, une chambre dans la capitale, divisé par le salaire moyen. Évidemment, vivre en dehors de la capitale coûte moins cher. Lisbonne, par exemple, est dans une autre catégorie comparée au nord du Portugal. Mais malgré tout, Lisbonne et Dublin restent impitoyables. La raison, une offre de logement limitée, une forte demande venant des étudiants et des expatriés, et parfois la location de courte durée qui pousse les habitants dehors. À l'autre bout du classement, on retrouve les capitales de l'Autriche, de la Roumanie et de la Lettonie, où la part du salaire consacré au loyer est beaucoup plus faible. Donc même si la Lettonie n'a pas un grand pouvoir d'achat en Big Mac, au moins les loyers bas permettent de garder plus d'argent pour le reste. Alors, comment la France s'en sort-elle côté loyer ? Elle se classe 16e. Pas terrible, mais pas excellent non plus. On a de bons dispositifs d'encadrement des loyers dans les grandes villes, de solides aides au logement comme les APL et un parc de logements sociaux assez stable. Mais il reste une énorme pénurie de logements dans les grandes villes et l'encadrement comme les aides sociales ont un autre effet. Ils font grimper les loyers pour ceux qui ne bénéficient pas d'aide ou masquent les coûts dans différentes charges. Mais pour payer un appartement, encore faut-il avoir un travail. Et le chômage, lui, varie énormément d'un pays à l'autre en Europe. En 2024, les taux les plus bas se trouvaient en Tchéquie, en Pologne et à Malte, autour de seulement 3%. À l'autre extrême, on retrouve l'Espagne, la Grèce et la Suède. En Espagne et en Grèce surtout, le chômage des jeunes est très élevé. La raison principale, une forte dépendance au tourisme et au secteur saisonnier qui s'effondre dès que l'économie ralentit. Ajoute à ça l'usage massif de contrats courts, le décalage entre ce que l'école enseigne et ce que les employeurs recherchent, ainsi que de profondes fractures régionales, et beaucoup de jeunes se retrouvent coincés avec des emplois précaires ou pas d'emploi. Côté chômage, la France se classe 22e. Mais pourquoi ? À cause du coût élevé du travail, du marché du travail rigide, parce que comme il est difficile de licencier, on a moins de chances d'obtenir un CDI, du déclin industriel et d'un système social généreux qui peut parfois décourager certains de travailler. Mais tout n'est pas négatif. Le chômage s'est nettement amélioré depuis la crise financière, mais bon, ce n'est pas vraiment terrible. Et puis, il y a le bonheur. Celui-ci est mesuré par le World Population Review qui prend en compte des facteurs comme l'espérance de vie, le revenu, le soutien social et la satisfaction générale dans la vie. Et, visiblement, le bonheur aime le froid. Les pays les plus heureux sont dominés par les Nordiques. La Finlande en première place, suivi du Danemark et de la Suède. Ces pays allient économie forte et stable à des programmes sociaux très développés. Congés parentaux généreux, garde d'enfants abordables, tout cela soutient un niveau de vie élevé. Et tout en bas du classement, on retrouve la Croatie, la Grèce et la Bulgarie, où les pressions économiques et un soutien social plus faible pressent davantage sur la vie quotidienne. Sur l'indice du bonheur, la France arrive 13e. Elle obtient de bons résultats en qualité de vie, culture, style de vie, équilibre entre travail et vie privée et système de santé. Mais elle souffre aussi de lourdeurs administratives, de tensions sociales et de la précarité de l'emploi. Personnellement, même si je sais qu'il y a beaucoup de problèmes en France, j'aime bien y vivre et je suis surpris de nous voir obtenir un score aussi mauvais. Et voilà, on a couvert toutes les catégories. Mais soyons honnêtes, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est le grand gagnant. Le meilleur pays de lieu où un jeune peut vivre. Heureusement, Alorix a fait les calculs et a établi un indice global. En gros, une façon de combiner les 6 domaines en un seul classement. Alors, pour le fun, commençons par le plus bas du podium. En 3e place, la Pologne. Elle n'arrive pas première dans une catégorie précise, mais elle est régulièrement bien placée partout. Faible criminalité, bon pouvoir d'achat et très faible chômage. Puis, en 2e place, on a l'Autriche, qui dépasse de peu la Pologne. J'imagine que le ski, les paysages de montagne et les verres d'après-ski, ça compte aussi. Et en numéro 1, les Pays-Bas. Ils dominent par leurs résultats en éducation, en sécurité et en qualité de vie globale. Oui, le logement peut être cher, mais avec des revenus plus élevés qui compensent, les Néerlandais s'imposent comme l'endroit le plus attractif pour les jeunes européens. Voici maintenant le classement complet pour voir où se situe ton pays. Et tout en bas, on retrouve la Grèce, le Portugal et, en dernière place, l'Italie. Et la France ? Nous sommes 23e. Pour être honnête, ce n'est pas une énorme surprise parce que tout au long de la vidéo, nos résultats ont été plutôt moyens.
Dernier en matière de criminalité, mauvais pouvoir d'achat, taux de chômage élevé, difficultés pour se loger, seule l'éducation nous sauve un peu. Mais soyons clairs, il y a beaucoup de sujets que nous n'avons pas abordés et qui pourraient faire monter la France dans le classement. Tout n'est pas noir. Alorix pointe du doigt des difficultés économiques persistantes, une faible confiance dans le gouvernement et moins d'opportunités pour progresser dans la vie. Ajoute à ça une forte perception de criminalité en Italie et en France et tu obtiens un cocktail qui rend les jeunes beaucoup moins confiants face à l'avenir. Il est aussi intéressant de remarquer certaines tendances plus larges à travers l'Europe. On voit encore clairement une division nord-sud. Pour les jeunes européens, les meilleures opportunités se trouvent souvent en Europe centrale et du Nord, tandis que le Sud reste à la traîne. Et voici ce que j'en pense. Ce classement est amusant à regarder, mais il reste juste ça, un divertissement. On n'a couvert que 6 domaines et bien sûr, la vie est beaucoup plus complexe. Les retraites, la santé, la possibilité d'acheter un logement ou même la facilité de créer une entreprise, tout cela compte aussi. Donc s'il vous plaît, prenez ces résultats avec une très grosse pincée de sel. Pourtant, je pense que ce genre de classement nous dit quelque chose de réel. Certains pays créent de meilleures conditions pour les jeunes dans certains domaines, tandis que d'autres restent à la traîne. Et c'est exactement l'idée de cette nouvelle série. Comparer les pays de l'UE et se demander qui s'en sort le mieux. Et surtout, pourquoi ? Peut-on copier leur modèle ? Ce n'était que l'introduction. Dans les semaines à venir, nous commencerons vraiment avec les retraites. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. L'Allemagne dépense plus de 27% de son budget pour les retraites. On pourrait croire que ça doit être parfait. Mais pas exactement. La semaine prochaine, on expliquera pourquoi et on verra quels pays s'en sortent le mieux. Et bien sûr, on va voir comment ça se passe en France, même si très probablement, vous connaissez déjà bien la situation. Mais on pourra la comparer avec d'autres pays de l'UE. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!